à tous. Un grand merci au Pacte dont nous sommes membres pour ce temps et de pouvoir consacrer ces 45 minutes effectivement à l'emploi conçu comme un droit, à la fois pour présenter un peu ce que Territoire Zéro Chômeur porte et comme tu disais, dans un moment, je pense que le moment il est double. Il y a un moment national, il n'a échappé à pas grand monde que les pouvoirs publics et le gouvernement allaient mettre en place France Travail, qui est donc ce nouvel écosystème, que les choses bougent pas mal autour de ce sujet. On pourra en dire un mot et peut-être dans nos échanges, enfin, les questions qui seront posées, peut-être les éléments de cela. Et puis aussi, j'ai envie de dire, un moment européen, puisque l'idée territoire zéro chômeur, et j'y reviendrai, s'exporte dans plusieurs pays et avec des initiatives européennes qui sont prises dans une perspective que vous connaissez aussi, enfin, qu'on connaît tous, c'est les futures élections européennes de l'année prochaine. Et donc, il y a ce double mouvement. Donc, je pense que c'est intéressant de se parler là, maintenant, dans ce contexte. À la fois pour revenir sur ce que porte Territoire Zéro Chômeur et plus précisément nous, où nous en sommes, et surtout, mais où est-ce que l'on va et finalement, quelle est la conviction que nous portons. Alors, sans trop vous embêter, mais je vais quand même partager un peu mon écran. J'espère que ça va bien marcher. Quelques slides rapides. Tac. Je me dirais, Christophe, si on voit mon écran, enfin, pour le moment, je pense qu'on ne voit pas grand-chose à part chargement. Voilà. C'est parfait. OK. Voilà, juste pour vous dire, par rapport à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, vous savez, on s'est vraiment appuyé sur trois convictions qui étaient la question de dire que nul n'est inemployable, dès lors que l'emploi est adapté à la personne, la question de, c'est pas le travail qui manque, les travaux utiles à développer sur des territoires et qui sont nombreux, c'est les emplois qui manquent. Et puis, c'est pas l'argent qui manque, peut-être une conviction qui nous reste à travailler, c'est ce fameux sujet autour duquel nous sommes, c'est l'activation des dépenses passives. Moi, c'est quand j'ai découvert Territoire Zéro Chômeur il y a un certain nombre d'années maintenant, ce qui m'avait un peu frappé, c'était que les acteurs réindiquaient que la privation durable d'emploi, comme on l'appelle, eh bien, coûte cher à l'État. Une étude parle de 43 milliards d'euros par an. Et que nous pourrions activer cette dépense, activer en entendant créer des emplois supplémentaires à l'échelle des territoires, là où habitent les gens. Et c'est un peu les trois convictions qui animaient le projet lorsqu'il a été lancé en 2016, dans un cadre assez original, puisque c'est une proposition de loi d'expérimentation qui avait été proposée, c'est assez rare, votée à l'unanimité, et qui avait permis à 10 territoires d'expérimenter cela. Euh, je pense que je ne vous vois pas et je ne connais pas l'Assemblée, mais je suis parti du principe qu'elle ne connaissait pas nécessairement le projet. Et donc, dans l'idée de se dire, peut-être, Territoire zéro chômeur, c'est une inspiration de tout ce qui s'est fait avant. Et je pense notamment aux acteurs de l'insertion par l'activité économique, mais aussi des grands acteurs de lutte contre la pauvreté, qui sont ces mêmes acteurs qu'on retrouve membres du pacte aussi aujourd'hui, et lesquels eh bien, ont voulu pousser ce modèle à la fois qui s'inspire très fortement, je pense notamment à mon insertion, mais qui va peut-être au-delà sur certains aspects, notamment le fait que dans le territoire zéro chômeur, l'idée est de se dire, euh, eh bien, nous avons d'un côté un secteur marchand qui dit aujourd'hui qu'il est à peu près autour de 350, 400 000 emplois non pourvus. Je pense qu'on peut peut-être aller un peu plus loin dans les chiffres parce que les chiffres d'ARES ne prennent pas en compte les entreprises de moins de 10 salariés. On peut peut-être penser un peu plus. Et que, eh bien, euh, si on dit 500 000 emplois non pourvus, de l'autre côté, on a 2,5 millions de chômeurs de longue durée. On voit bien qu'il y a un sujet, il y a un écart, et cet écart, nous pensons que, eh bien, il faut venir le réduire avec la création d'emplois supplémentaires à l'échelle des territoires. Et cette conviction, elle s'est aussi forgée dans le fait que, eh bien, ces personnes privées durablement d'emploi sont toujours un peu les mêmes, et celles qui ne bénéficieront pas eh bien, des différentes reprises économiques, c'est les premiers frappés par la crise et un peu les derniers à profiter de la reprise, et que de toutes les manières, si nous n'adaptons pas et si l'État ne propose pas quelque chose de particulier, eh bien, pour ces personnes, il ne se passera pas grand-chose. Et l'innovation de territoire zéro chômeur, peut-être, c'est de se dire, eh bien, on va proposer des contrats à durée indéterminée. Savoir que dans le projet, eh bien, nous avons
cet objectif, de faire de la question de l'emploi un élément stratégique à l'échelle territoriale. Et pour ça, nous créons un comité local pour l'emploi, présidé par l'élu local, dans lequel vous retrouvez les personnes privées d'emploi pour le fameux faire avec les personnes, mais aussi vous retrouverez les acteurs économiques locaux, les services déconcentrés de l'État, je pense à Pôle emploi notamment, les syndicats, la CCI, le CCAS, et qui vont créer une vraie stratégie endogène de développement d'emploi à l'échelle du territoire, avec un État qui, à l'échelle d'une expérimentation, a accepté que le territoire est un espèce de droit exorbitant, un pouvoir d'agir particulier, puisque c'est lui, à l'échelle de son territoire, qui va dire qui est privé d'emploi, qui ne l'est pas, et donc qui peut finalement entrer dans une structure que l'on crée à partir des activités à développer que nous avons identifiées, ces fameuses entreprises à but d'emploi. Donc ces EBE, c'est ces entreprises qui embauchent en CDI à temps choisi les personnes privées durablement d'emploi que le fameux comité local que j'évoquais va lui envoyer. Donc ces entreprises qui ne recrutent pas mais qui embauchent les personnes qu'on envoie et qui va développer des activités utiles au territoire qui se veulent non concurrentielles des activités existantes à l'échelle d'un territoire. Je ne cacherai pas sur ce sujet que lorsque nous nous sommes développés, ça a créé quelques frottements, notamment avec nos cousins de l'insertion par l'activité économique, parfois sur les territoires. Je crois qu'on a passé ce cap-là maintenant, globalement. Il y a moins de difficultés que des complémentarités. Et donc, on a développé cela sur 10 territoires de 2016 à 2021, justement pour vérifier un peu ces convictions. Et en 2021, il s'avérait que globalement, l'expérimentation était un succès. On s'est aussi cassé la gueule sur un certain nombre de sujets. Je n'ai pas le temps de les évoquer ici dans cette matinée, mais je pourrais vous envoyer des éléments si ça vous intéresse. La question du management dans les structures d'entreprise à but d'emploi. Il faut savoir que les postes d'encadrants n'étaient pas du tout financés par les pouvoirs publics. Donc, il y avait une sous-structuration de ce management qui a été compliquée, des problèmes de formation dans les boîtes parce qu'on n'avait pas accès au PIC, au plan d'investissement compétences, insertion par l'activité économique. Bref, des problèmes de financement, de tuyauterie qui nous ont posé un certain nombre de problèmes, des questions de lien entre les gouvernances des entreprises à but d'emploi et de leur direction. Bref, un pléthore de difficultés rencontrées. Mais l'avantage dans une expérimentation, c'est qu'on a du coup pu proposer des évolutions. Et ce qui nous a amené à une deuxième étape où on a voulu avoir plus de territoires. Donc, plus de territoires, c'était au fil de l'eau d'habiliter des territoires, donc jusqu'en juillet 2024, comme c'est écrit ici, et pour atteindre au moins 50 nouveaux territoires. Et les territoires zéro chômeur est dans un moment, puisque nous avons aujourd'hui 47 territoires habilités nouveaux, et donc 57 territoires, les 10 premiers plus les 47, dans 14 régions et 37 départements, à la fois en France métropolitaine, mais aussi en Outre-mer, à la Martinique et à La Réunion. Je vais vous dire aussi par ailleurs, puisque si vous êtes par chez vous, peut-être que vous retrouverez vos territoires, des territoires qui se préparent, qu'on appelle projets émergents dans notre jargon, ils sont 117. Vous les avez tous là sur la carte, toute cette carte est disponible sur notre site, et qui sont des acteurs de projet qui se préparent. Territoire zéro chômeur, c'est aussi un travail du temps long autour du droit à l'emploi, c'est forger un consensus territorial, et ça prend du temps. La question qui est posée là, c'est effectivement de pouvoir faire en sorte que toutes les parties prenantes se mettent en ordre de marche pour éradiquer le chômage de longue durée, pour se dire que l'objectif n'est pas simplement essayer de recaser des gens, mais de créer une stratégie territoriale qui vise à l'exhaustivité. La question, c'est de se dire toute personne volontaire pour travailler qui est privée d'emploi doit pouvoir trouver une solution. Et ce qui est intéressant dans ce que nous avons peut-être fait, c'est que ce fameux comité local, il a permis à la fois, si vous voulez, de faire en sorte que des personnes soient embauchées dans les entreprises à but d'emploi, c'est une nouvelle structure créée par la loi d'expérimentation, mais il a aussi permis à un grand nombre de personnes de retrouver l'emploi en dehors de ces structures, mais grâce à la dynamique orchestrée par Territoire zéro chômeur de longue durée. Et donc, ça a forgé une conviction pour nous autour de la question du droit à l'emploi, dont je dois peut-être rappeler quand même ici qu'il est, bon, vous le savez sûrement, mais est dans le préambule de la Constitution, ce droit d'obtenir un emploi, eh bien, la conviction profonde que si nous voulons que le droit à l'emploi s'exerce, si nous voulons que ces personnes privées durablement d'emploi retrouvent le choix d'emploi, eh bien, nous devons
très fortement d'avoir une action territorialisée. Territoire zéro chômeur, vous pourrez me poser la question, mais c'est quoi un territoire? Un territoire, c'est 5 à 10 000 habitants. Ça peut être un quartier, c'est le cas par exemple Paris. Vous avez 4 territoires qui sont des quartiers de la ville. Ça peut être une communauté de communes, mais c'est 5 à 10 000 habitants. Et pour être habilité, avoir identifié 3 à 400 personnes privées durablement d'emploi. Au-delà, on considère que c'est compliqué d'atteindre cette fameuse exhaustivité et de s'assurer que toute personne privée d'emploi, volontaire pour travailler, retrouvera un emploi. D'où cette idée qui est même bassin de vie ou bassin d'emploi, c'est des mots utilisés notamment, j'y reviendrai dans la réforme France Travail. Et donc cet enjeu, il est là. Il faut savoir que territoire zéro chômeur de longue durée, c'est quand même des gens qui, et j'y viens juste après, donc on a 500 000 habitants sur les territoires qui ont été concernés. Et vous avez des gens qui ont quand même entre 4 ans et 9 mois de privation d'emploi en moyenne. On est sur des gens très éloignés de l'emploi. 23% de personnes, de salariés qui sont en situation de handicap. Et encore, 23%, ça ne prend que les gens qui ont une reconnaissance qualité travailleur handicapé ou en cours de reconnaissance. Donc, il y a des endroits où c'est bien plus que ça. 46 ans, c'est la moyenne d'âge des salariés dans les entreprises à but d'emploi, 54% de femmes dans les EBE. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est effectivement que c'est la territorialisation de l'action au plus près du terrain qui nous permet, avec les personnes qui font l'emploi, d'aller vers les personnes qui font l'emploi du territoire. Il y a des actions quand même assez innovantes, enfin innovantes dans le sens des choses que Pôle emploi, qui est un acteur, un partenaire très fort, mais des modalités d'action un peu nouvelles. On fait des porte-à-porte à l'échelle des territoires. On va à la sortie des hypermarchés avec des barnums. On va vraiment au contact des gens via ces méthodes, ce qui nous a quand même permis, dans la première étape expérimentale, d'avoir quand même peut-être 40% des personnes que nous avions rencontrées qui étaient inconnues des services publics de l'emploi et même, j'ai envie de dire, plus globalement, le service de l'État au moment T. C'est quand même la démonstration que cette méthode-là permet d'aller à la rencontre, non pas des invisibles, parce que personne, je n'ai jamais rencontré de personnes invisibles, mais des ignorés. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort. Et puis l'autre élément, par ailleurs, c'est me dire, mais ces entreprises à but d'emploi, qu'est-ce qu'elles font? Elles développent des activités qui doivent être supplémentaires, complémentaires des activités existantes sur le territoire. Et elles sont pensées à la fois dans le comité local, avec notamment les équipes de l'entreprise à but d'emploi et surtout avec les personnes au départ. L'idée, c'est vraiment de partir des compétences et de ce que veulent faire les personnes pour pouvoir aussi construire leur emploi. Et ce que l'on constate quand même aujourd'hui, c'est les chiffres qui sont là, c'est que vous avez donc 4 grandes familles d'activités développées, ce sont des entreprises en polyvalence d'activités, et quand même que près de 38% d'entre elles, les ETP conventionnés, sont autour des activités liées à la transition écologique. Et dans le moment où on évoque la question de transition écologique, justice sociale, euh, voilà, fin du mois, fin du monde, post-gilets jaunes et tout ça, je pense qu'on a quand même sur cette question-là, je peux dire une réponse, mais en tout cas, faisceau d'indices de ce que nous pourrions faire à l'échelle de ces territoires pour réconcilier un peu ces deux aspects qu'on a tendance à opposer et de se rendre compte qu'à l'échelle de ces territoires, il y a pléthore d'activités très favorables aux territoires qui ne sont pas développées, soit, et c'est assez essentiel, que l'économie marchande s'en détourne du fait de caractère peu solvable de ces activités, soit parce que tout simplement elles n'ont pas été, pensées. Vous traitez des milliers de tonnes de verre plat qui représentent aujourd'hui à 35% des déchets du BTP. On a développé une méthode de traitement de verre plat avec une filière amont de Saint-Gobain qui maintenant se fait dans plusieurs entreprises à but d'emploi. C'est une activité et pour le coup assez lucrative, mais qui avait été développée nulle part ailleurs. Voilà, l'enjeu, c'est vraiment de structurer à l'échelle du territoire cette dynamique. Donc ça, c'est à la fois donc, la très forte conviction de la territorialisation de cette action. Si on veut
eh bien, ne pas considérer que ces 2,5 millions de personnes sont un chômage frictionnel, mais bien un chômage structurel, et qu'on peut tout à fait venir le résorber, voire même éradiquer ce chômage de longue durée avec cette approche nouvelle. Et deuxième idée sous-jacente, c'est que dans cette territorialisation, c'est aussi la territorialisation de l'ensemble des acteurs. Euh, le droit à l'emploi, ce n'est pas territoire zéro chômeur de longue durée en tant que tel. Territoire zéro chômeur de longue durée porte cette conviction, cette idée, une certaine méthodologie, un outil nouveau, l'entreprise à but d'emploi, mais il y a tous les autres acteurs. Et je le redis, 25% des personnes qui sont sorties de la privation d'emploi dans la première étape expérimentale l'ont été ailleurs que dans les entreprises à but d'emploi. Donc il y a cette idée de coalition pour le droit à l'emploi qui se fait à l'échelle des territoires. On a aussi essayé de traduire au niveau national, que nous avons traduit au niveau national. Et puis l'autre conviction, c'est la question de quand même la qualité de l'emploi proposé, et notamment nous, la défense du CDI, du contrat à durée indéterminée à temps choisi. Le CDI, le droit qui ouvre tous les autres droits, et ça, il suffit de se balader dans les territoires pour bien s'en rendre compte, puisque ce contrat permet bien le prêt bancaire, la question du logement, acheter une bagnole, passer le permis de conduire. On le voit bien, la puissance quand même que ça offre à ces personnes, et les verbatims sont unanimes en ce sens. Donc c'est ce deuxième pilier que nous avons autour du droit à l'emploi. Et puis le troisième, puisqu'on en a peu parlé, c'est la question des financements. Je sais, peut-être y a-t-il autour de la table des gens qui sont du milieu de l'insertion par l'activité économique. On sait que les discussions sont âpres, et aujourd'hui, territoire zéro chômeur, comment ça fonctionne? Grosso modo, l'entreprise à but d'emploi va donc créer un équivalent temps plein. L'État va donner un montant, 20 500, l'équivalent d'un chantier d'insertion par équivalent temps plein par an, ce qui ne suffit pas à payer un SMIC temps plein dans les entreprises à but d'emploi. Et puis, au fur et à mesure, on va avoir un modèle économique mixte entre cette subvention, ce subside public et en complément du chiffre d'affaires. Dans la deuxième étape dans laquelle nous sommes, le département est aussi un tiers contributeur. Il contribue à hauteur de 3 000 € par équivalent temps plein par an. Donc on a deux contributeurs publics à cette affaire. L'État, hein, le grand contributeur, très loin. Les départements sur lesquels un territoire ne peut pas émerger et être habilité dans notre affaire. Et puis après, le chiffre d'affaires qui se développe. Et ce qui est intéressant, c'est ces équilibres qui se créent au sein de l'entreprise d'emploi. Mais le sujet, c'est surtout à la fin de dire, mais est-ce que finalement, ça coûte plus cher de créer ces emplois que de payer la privation d'emploi? Et les calculs qu'aujourd'hui on fait montrent qu'entre l'ensemble des recettes individualisables, les cotisations sociales salariales patronales, la TVA qui rentre, et que l'on a, il y a sur les 20 500 pour l'État, il y a, moi je le dis, 13 à 14 000 qui sont incontestablement, qui rentrent dans les poches de l'État. Il reste une question autour de 6 000 € par ETP. Ces 6 000 €, c'est la question des coûts évités. Et là, on rentre dans des débats complexes, mais qu'il nous faut traiter dans cette activation de dépenses passives. C'est, quid des coûts évités? La question de la santé, la question du climat familial. Et encore là, on ne parle que pour des dépenses d'État. Il peut y avoir la question des dépenses des collectivités. Et donc, nous, c'est aussi ça l'enjeu, c'est d'arriver à pousser un certain nombre de travaux, de recherche et d'évaluation sur cet aspect-là, parce que vous voyez bien que nous pourrions tout changer. Comme en termes d'approche, si nous arrivions à faire la démonstration, d'une part, cette activation des dépenses passives, elle est, elle est juste dans son approche, et voire même plus que cela, qu'elle permettrait à l'État de redevenir stratège sur cette question. Et donc, ça me permet de vous dire peut-être un peu des perspectives autour de ces questions. Vous avez vu que France Travail, donc est un projet qui est au Sénat actuellement. À titre personnel, je retrouve un certain nombre de choses intéressantes dans ce rapport France Travail. On a cette chose que l'on condamne très fermement, cette sorte de 15 à 20 heures d'activité par rapport au bénéficiaire du RSA. Je crois que nous ne devons absolument pas opposer
droit à l'emploi, au droit au travail, et la question du droit à la solidarité, et d'ailleurs la Constitution ne fait pas cet écueil-là, donc ça, absolument pas. Et après, sur les questions de structuration de gouvernance, on voit des choses sur le faire avec, l'aller vers, plus de place au territoire qui nous parlent. La seule chose que je dis, nous disons aujourd'hui, c'est que le gouvernement pourrait tirer plus d'enseignements de ce qu'il a fait avec un certain nombre d'acteurs et d'expérimentations depuis quelques années, et que le risque quand même qui est comporté ici, c'est que cette nouvelle territorialisation, si elle est mise en place telle que le projet de loi le préconise, eh bien, manque une cible qui sont les personnes privées durablement d'emploi. Et ça, c'est quelque chose qui peut un peu nous inquiéter, même si on retrouve des logiques similaires avec, il parle de comité local pour l'emploi à l'échelle de bassin de vie, il parle de comités départementaux France Travail, une logique d'écosystème. On n'a pas encore tout compris, même si les choses se précisent au fur et à mesure, mais néanmoins, on voit bien qu'in itinéré, il va y avoir une construction pour 2 à 3 ans de ce système, et on va se poser quand même la question de comment l'État articule aussi ce nouveau paysage institutionnel avec les expérimentations qu'il a lui-même lancées et qu'il pilote quelque part lui-même. Et donc, peut-être, parce que je vais essayer de respecter le temps, deux perspectives à partager avec vous pour aller un peu plus loin. Territoire zéro chômeur et l'idée autour du droit à l'emploi, c'est à la fois des jambes et faire opérationnellement dans les territoires et faire au quotidien, mais c'est aussi d'un peu se projeter. Il faut savoir que la garantie d'emploi territorialisée ou locale, puisque c'est la notion qui émerge notamment au niveau européen, c'est une proposition qui a été portée et qui est toujours portée dans les propositions du pacte du pouvoir de vivre, qui a été longuement discutée, et que l'actualité bouge, puisque le Comité européen des régions a adopté, sous la plume de Yonec Paulet, un rapport qui plaide pour la mise en œuvre d'une garantie d'emploi locale à l'échelle de l'Union européenne, sur des fondamentaux assez relativement proches et similaires de ceux que nous portons dans l'association Territoire zéro chômeur de longue durée. Et par ailleurs, Territoire zéro chômeur de longue durée est plus qu'un dispositif, aussi surtout une idée qui s'exporte, puisque en Wallonie, chez nos amis belges, vous avez 17 territoires qui se lancent actuellement. En Autriche, 2 aux Pays-Bas, à Berlin, à Rome. Et on voit bien qu'il y a une structuration européenne de cette idée. Cette idée se fait des petits, ça essaime, puisque l'idée, ce n'est pas de dupliquer, mais c'est d'essaimer. Et qu'au niveau européen, un certain nombre d'acteurs poussent l'idée que la job guarantee, la garantie d'emploi locale, puisse être un visage demain de l'Europe sociale. Et c'est une idée que nous poussons, nous, dans notre plaidoyer, comme on dit publiquement, assez fortement, et qui se développe actuellement. Et puis, l'autre élément qui est posé devant nous, c'est la question du et après. Alors nous, c'est facile, on a un peu on a une durée de vie, hein, puisque, enfin, nous, au sens l'expérimentation, c'est 2021-2026, donc après 2026, c'est ce qui se passe. Et on pense quand même que il y a un temps qui est devant nous pour poser la question, mais le droit à l'emploi, comment le mettons en œuvre collectivement? C'est bien sympathique de réfléchir à, notamment avec France Travail, comment on va permettre aux gens d'être mieux repérés, d'être mieux préparés, formés, et tout ça, mais si à la fin, il n'y a pas d'emploi, s'il n'y a pas de bonne fin à l'échelle du territoire pour les personnes, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors, on peut discuter de la couleur des murs, mais tant que vous n'avez pas la maison, c'est quand même un petit problème. Et donc, l'enjeu, eh bien, c'est de se dire, ce droit à l'emploi, il peut être mis en œuvre. Il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui se reconnaissent dans une coalition, qu'ils soient de l'insertion par l'activité économique, qu'ils soient du secteur du travail protégé et adapté, Territoire zéro chômeur et d'autres, qui ont porté ce message dès mars 2022 dans une tribune. On a pour l'ambition bien, de se dire, chiche, réfléchissons ensemble à ce que serait la mise en œuvre du droit à l'emploi. Et une ambition commune d'un ensemble d'acteurs, avec une méthode qui serait de concerter à la fois au niveau national, mais aussi au niveau territorial. Tous les acteurs, toutes les parties prenantes autour de cette question.
c'est quoi les grands principes du droit à l'emploi? Est-ce qu'on est capable de se mettre d'accord sur ceci? Qu'est-ce que la privation durable d'emploi? Comment le financer? Comment garantir son pilotage au niveau national, au niveau local? Poser ces questions de l'ensemble de ces acteurs. Et donc, il y en a un certain nombre qui se sont déjà intégrés à cette idée, des acteurs qui sont notamment à la gouvernance de chez nous. Et derrière, on a la question d'un calendrier. Et donc, ça, c'est pour 2024. On a un certain nombre de concertations que l'État mène sur la fin de l'année 2023. Et après celle-ci, on pense que nous pourrions ouvrir une année de réflexion, de concertation, pour essayer de faire à terme une proposition au pouvoir public sur comment mettre en œuvre le droit à l'emploi à l'échelle des territoires. C'est ambitieux, mais aujourd'hui, on a une quinzaine de réseaux déjà à vouloir porter cette idée. Voilà, je m'arrête là sur ma présentation. Merci, Christophe. Merci à toi, Antonin. Il y a déjà pas mal de questions. La première, alors, sur des précisions, en fait, dans le slide, il y avait écrit qu'il y avait 3200 personnes qui étaient sorties de l'emploi et 2500 et 2053 qui étaient dans les entreprises, dans les EBE, entreprises à but d'emploi. Est-ce que ça se confond ou ça s'additionne, en fait? Est-ce que c'est une addition de chiffres ou est-ce que ça se confond? Est-ce que tu peux préciser aussi, en parlant des entreprises à but d'emploi, quel est leur statut? Est-ce que comment ça se passe en fait précisément? Demander des réponses concises parce qu'il y a pas mal de questions. Oui, je vais être très concis. Sur les 3200 sorties, les 2053 salariés, c'est au moment, au moment T que nous les avons. Mais oui, on peut tout à fait les ajouter. Sur la question que tu posais sur le, le statut des personnes, c'est ça? Non, le statut des entreprises à but d'emploi. C'est des entreprises de loi ESS. On s'est appuyé sur la loi de 2014, loi ESS. Donc, la plupart ont un statut associatif, pour aller vite. Certaines, quelques-unes sont SAS, mais la plupart, c'est un statut associatif, loi 1900, simplement. Et à but non lucratif. Ok. Il y a une question, mais qui est liée, j'imagine, à la question du financement, en fait, et de la mise à l'échelle du dispositif sur la proportion du financement par le chiffre d'affaires, en fait. Est-ce que vous avez une évaluation de ça? C'est-à-dire, si on en retire les aides, est-ce que, enfin, voilà, quel est l'autofinancement par les Oui, entreprises la question de l'autofinancement des emplois? des EBE. Aujourd'hui, on est en plein passage à l'échelle, donc je vais plutôt me tenir à la première étape expérimentale, parce que là, on a plein de boîtes qui ouvrent, donc c'est un peu compliqué, mais sur les 13 premières, il y avait 4,5 millions de chiffre d'affaires. Je pense qu'on va être de 30%, quelque chose comme ça, mais j'ai peur de dire une bêtise. Je pourrais répondre à Dominique précisément sur cet aspect-là. Une autre question sur les organisations professionnelles qui sont associées. Alors, moi, j'en aurais deux, j'en rajouterais une, en fait, et notamment si, par exemple, il y a des groupes locaux qui souhaitent ou identifient un territoire zéro chômeur. Quand ça se passe, enfin, justement, qu'ils identifient un territoire qui n'est pas encore zéro chômeur, mais qu'ils identifient un territoire qui pourrait être concerné, en fait, comment ça se passe concrètement s'ils ont envie de faire de créer une association, enfin de créer un territoire zéro chômeur, hein. Comment ça se passe? Et donc sur ces comités zéro chômeur, est-ce que les organisations professionnelles ils sont associées, les organisations patronales notamment? Patronales et salariales, enfin, les OS sont totalement associés à cela au niveau national, mais ça c'est inscrit dans les textes. Au niveau, par ailleurs, territorial, dans les décrets, au comité local, il est prévu la présence des organisations syndicales, salariales et patronales. Donc ça, elles ont toute leur place. Leur place est même plus que attendu, souhaité. Globalement, elles sont quasiment tous les territoires. On a un Je pense qu'on a un travail très fort qui se mêle parce que bon, déjà vous avez les EBE, donc derrière vous avez les salariés, ce qui naturellement quand même intéresse les organisations syndicales salariales, donc elles viennent là, et puis la question de la stratégie jeune qui se met en place. Donc on a un maillage très fort qui est posé avec les organisations, parce que Sandra vous avez fait la question des organisations patronales et comment elles nous perçoivent. C'est assez marrant parce qu'au départ, lorsque la première loi a été faite, il y avait la crainte de se dire
le patronat va nous voir comme leur piquant du boulot et faisant de la concurrence déloyale sur des activités qu'ils pourraient développer. Et en fait, pas du tout, ça n'a pas du tout été le cas, et elle nous voit globalement plutôt bien, je dois dire, même quelques représentants, par exemple, du MEDEF, qui sont même au sein des gouvernances des entreprises à but d'emploi ou dans les comités locaux. Donc, il y a un vrai intérêt. Elles nous perçoivent plutôt à ce stade, elles nous perçoivent plus comme un outil, je veux dire, que complémentaire, je sais pas, une espèce de solution globale qu'on pourrait réfléchir tout ensemble, pour être quand même assez honnête. Euh, et d'ailleurs, quand on avait rencontré Geoffroy de Bézieux, il avait tiqué sur le personne privée durablement d'emploi, le privé le choquait. Donc, il y a encore du chemin. Mais en tout cas, à l'échelle territoriale et à l'échelle nationale, par ailleurs, il y a une implication très forte des organisations syndicales, euh, notamment parce que, en fait, dans le processus d'habilitation des territoires, il y a des rapporteurs des territoires. Et au sein du conseil d'administration du fonds d'expérimentation, il y a des syndicats et qui sont d'ailleurs eux-mêmes rapporteurs pour l'habilitation de territoires. Donc, il y a une vraie interconnaissance. Et puis, on a un petit travail, mais je n'ai pas le temps d'en parler là, mais pour intéresser son âge, je pense, on a un travail autour de la question de l'application d'une convention collective à l'échelle des entreprises à but d'emploi. On travaille depuis un moment avec un certain nombre de syndicats et notamment avec le Cinési sur l'application d'un socle commun et de quelques spécificités pour les EBE. Donc, il y a un fourmillement aussi à ce niveau-là. En tout cas, ils ont toute leur place. Et sur la question des groupes locaux, que tu disais, c'est déjà des endroits où il y a des représentants des groupes locaux qui sont au comité local. Évidemment, pas assez, pas autant qu'on le souhaiterait. Bon, après, on n'est pas forcément, la carte ne matche pas nécessairement toujours. Mais globalement, il faut qu'on le pousse à nouveau. Mais nous, on le redit, le comité local, il y a une petite phrase qui permet à toute personnalité dite qualifiée de l'intégrer. Et donc, ça donne toute la place et la largesse pour que ces personnes puissent l'intégrer et c'est l'état d'esprit dans lequel on est. D'accord, mais j'imagine qu'il n'y a pas des comités locaux partout et que du coup, s'il y a Il y a pas... des comités locaux partout dans les territoires zéro chômeur de longue durée, ça c'est sûr, Ah oui, évidemment. Mais par contre, il n'y a pas nécessairement des comités locaux PPV partout. Et en même temps, et l'inverse c'est vrai, il n'y a pas des territoires zéro chômeur partout, il y a des comités locaux PPV. C'est ce matchage de il n'y a cartes pas des territoires zéro chômeur partout où il y a un besoin qui pourrait être identifié. Donc, ma question était par plus ailleurs. si un groupe local des associations du pacte, en fait, identifie un territoire dans lequel il n'y a pas de comité local territoire zéro chômeur, Oui, et en revanche, il y a un besoin identifié parce que des c'est ça. personnes privées durablement d'emploi, c'est comment ils se manifestent pour le créer. J'ajoute une autre question, parce que tu as parlé de la gouvernance des entreprises à but d'emploi. En fait, quelle est cette gouvernance et la sortie des entreprises à but d'emploi. En fait, je ne crois pas effectivement que tu l'aies dit. Vers quel dispositif ça peut déboucher. Ouais, sur la question des initiatives, si vous ressentez l'envie, le besoin, derrière, vous avez l'association nationale, l'association de site prend contact avec nous et on peut accompagner toutes les dynamiques et on met en lien avec notamment des grappes régionales qui sont des espaces régionaux apprenants. On a des référents, on passe au détail, mais ceci dit et la clé d'entrée peut tout à fait être nous et après on met en lien. Ça, je OK. ferme la parenthèse. Sur l'aspect la question des sorties de B. Alors, c'est que nous, à la différence du monde de l'insertion, on ne réfléchit pas en taux de sortie, on réfléchit en taux d'entrée. On n'a jamais dit dans le projet que l'objectif était que la personne sorte au plus vite de l'entreprise à but d'emploi. Elle est embauchée en CDI. Donc, alors on peut dire que le CDI, finalement, il peut être risque de chantier parce que l'expérimentation est de 5 ans. Si l'expérimentation s'arrête, il n'y a plus de CDI. Mais néanmoins, la personne est bien en CDI. Donc, il n'y a pas de. On ne pousse pas les gens à la sortie. Il s'avère que l'expérimentation nous montre on a à peu près 20% des personnes, je ne compte pas les morts et les retraités, 20% des personnes qui vont vers d'autres emplois. Ça, c'est une réalité qu'on observe. Mais nous, on ne cherche pas à faire la démonstration que la personne vite doit sortir. On n'a pas vocation à être un tremplin. On pense effectivement que pour l'insertion professionnelle, que l'emploi est la porte d'entrée dans l'emploi accompagnement formation et la porte d'entrée nécessaire pour s'insérer. Ça, c'est notre conviction. Après, la personne, moi, on voit les personnes qui sont restées, qui sont là depuis 5 ans dans l'expérimentation, mais d'autres partent. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que le projet prévoit que dans les EBE, vous avez ce qu'on appelle un outil passerelle
un droit au retour, c'est vous pouvez en fait suspendre votre contrat, partir chez un employeur tiers, et si ça ne fonctionne pas dans les 6 mois, vous avez un droit au retour dans l'entreprise à but d'emploi. Et en fait, là où on aurait pu penser que les gens tenteraient leur chance, partiraient et reviendraient très vite, en fait, non. C'est une sécurité qu'ils ont, cette suspension. Et donc, ils vont vers et ils vont chercher un autre emploi. J'étais en Meurthe-et-Moselle il y a quelques temps, là, et à Colombe-les-Belles, et quand même, sur une entreprise de près de 100 salariés, le chef de projet me disait qu'il y avait quand même près de 40 personnes qui avaient activé cette possibilité et qui étaient allées vers d'autres emplois à l'échelle du territoire. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous n'avons pas vocation à dire que les personnes doivent sortir. On a vocation plutôt à se dire collectivement que ces entreprises, et d'ailleurs dans le temps on voit que le financement public peut diminuer, la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ce reliquat, mais et de dire mais aujourd'hui on a tout intérêt collectivement à créer ces emplois supplémentaires, avec certes du sujet public, mais et que les personnes soient dans cet emploi, peut-être qu'elles en ont d'autres, que de les laisser dans la privation durable d'emploi. Mais il n'y a pas cette logique, comme l'a été la construction de l'IAE, de nécessaire ou obligatoire tremplin vers l'emploi ordinaire, je n'aime pas trop ce terme, mais l'autre emploi. Il faut quand même avoir ça en tête, c'est une revendication assez forte que l'on a. Justement, tu parles des emplois. Dans le slide, il y avait les secteurs d'activité, enfin transition écologique, ça participe d'eux, mais il n'y avait pas effectivement la précision sur le type d'emploi. Est-ce que là, on a une visibilité ou quel type d'emploi qualifié ce sont, quel type d'emplois sont occupés par les personnes qui sont dans le dispositif? C'est un peu le sujet qu'on a en ce moment, parce que notamment, ces emplois européens, c'est les types d'emplois qu'on crée. C'est-à-dire que toutes les personnes sont polyvalentes d'activité, donc on commence à avoir ces grilles et ces classifications, mais on est en train de les construire justement. C'était un problème. C'est d'ailleurs ce qui explique que les entreprises à but d'emploi, la plupart n'étaient rattachées à aucune convention collective, parce qu'elles n'ont pas d'emploi principal au sein de l'EBE. Donc on a, pour faire passer un certain nombre de types d'emplois, mais la typologie en tant que telle n'est pas arrêtée, et c'est tout l'objectif de ce que l'on mène aujourd'hui, notamment avec le Synésie, et dans la discussion qui va s'ouvrir entre l'organisation syndicale et patronale, de pouvoir créer cette grille d'explication et ces emplois repères. Mais grosso modo, ils font quoi en fait? C'est des Non, ouvriers mais qui construisent des choses. non, mais oui, oui, après, bien sûr, grosso modo, on est plutôt sur des gens qui sont effectivement ouvriers, mais après, on a aussi beaucoup d'activités de maraîchage, recyclerie, qui sont là. Donc, oui, c'est plutôt ouvrier. Oui. D'accord. On a quelques même, de plus en plus quand même, des encadrants et des encadrants intermédiaires qui sont dans les structures. Parce qu'on a bien vu aussi l'importance d'avoir des responsables d'activité en ce sens. Alors, une question que je suis pas sûr de bien comprendre. Il ne reste plus que 4 minutes sur les éléments d'évaluation sur les sites territoires zéro chômeur, sur la difficulté d'accès à l'emploi. Donc, j'imagine c'est comment vous identifiez sur un territoire qu'il y a un besoin spécifique ou des difficultés spécifiques d'accès à l'emploi sur le territoire. Je comprends la question de cette façon-là. Si Marc, si je la comprends mal, n'hésite pas à leur mettre dans le chat, sachant qu'on n'a plus que 4 minutes. Sur les difficultés d'accès à l'emploi, oui, enfin, des éléments d'évaluation, je vais la comprendre un peu Et comme Pôle emploi, étant. j'imagine, enfin, c'est ça, ils vous donnent les Non, stats. mais Il y a tant de personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis tant de temps. C'est comme ça que ça se passe? non, enfin, moi, je la comprends la question de Marc, genre, plutôt sur les personnes dans la team, c'est quoi les grandes difficultés relevées, enfin, identifiées par rapport à l'accès à l'emploi? Je l'ai compris comme ça, moi. Peut-être que je me trompe. Ok, bah. J'en sais rien. En tout cas, nous, ce que l'on sent, c'est la question de la qualité de l'emploi à pourvoir et la rareté des emplois de qualité à l'échelle des territoires, et la question de la mobilité slash garde d'enfants. C'est les deux grands éléments qui l'expliquent. Moi, j'ai compris la question de Marc comme ça, mais voilà, la reposer Et juste parce que je crois que t'as pas, ou j'ai pas Ouais, été pardon. attentif sur les gouvernances des entreprises à but d'emploi, c'est comment ça se passe? C'est les associations et du coup les gouvernances, c'est le même type de gouvernance c'est les mêmes acteurs qui sont, comment ça se passe en fait? Un président, c'est la enfin comment gouvernance, c'est? sur la gouvernance, oui, une gouvernance associative assez classique, un conseil d'administration, un bureau, une présidence, parfois différentes commissions. Moi, je pense quand même, je le dis, on a un petit sujet,
c'est justement sur ces liens entre les gouvernances d'entreprises à but d'emploi et les directions d'entreprises à but d'emploi. Aujourd'hui, je pense qu'on a un travail à faire. Je n'oserais pas dire de professionnalisation, mais de mieux arrêter nos projets associatifs, de mieux voir quels sont les pactes entre président, directeur de BE, où est la frontière, qui fait quoi, où ça s'arrête. Et on sent bien que c'est aussi des projets associatifs qui mettent du temps à se mettre en œuvre. En général, il faut savoir que les premiers salariés que vous avez dans l'entreprise de l'emploi, c'est des salariés qui étaient là depuis le début et donc qui finalement connaissent tout le monde. Et là, il s'agit un peu aussi d'organiser les collectifs de travail, de rappeler qui fait quoi. Et au début, parfois, c'est un peu problématique. Mais sur la question de la gouvernance, oui, sur Ah, les cette salariés ne sont pas dans la gouvernance, on n'est oui. pas dans une COP. Si, Si. alors, de plus en plus maintenant, il y a des collèges de salariés qui se mettent en place au sein des conseils d'administration et d'ailleurs qui posent questions sur l'évolution de ces gouvernances. Il y a des réflexions en cours au sein des EBE, justement, peut-être pour faire évoluer leur statut associatif à COP. Mais effectivement, il y a ce sujet qui est posé. La plupart aujourd'hui des EBE intègrent un collège salarié au sein de leur conseil d'administration. Voilà, qui sont présents. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des Oui, questions c'est qui toujours ont un peu été frustrant, posées. mais s'il y a des questions Par moment, complémentaires, oui, ça peut être à la hache, mais n'hésitez pas à revenir vers nous ou envoyer un mail, en fait, s'il y a besoin de précision. Par ailleurs, le webinaire est en replay, sera en replay, pardon, vraisemblablement dans la journée sur le site du pacte. Le prochain rendez-vous, il sera le 6 juillet. Vous pouvez vous inscrire aussi via le site du pacte sur le 18e webinaire qui sera le dernier avant l'été. Et donc, le 6 juillet, on parlera de précarité, mobilité sur les enjeux de la dépendance à la voiture, qui est évidemment un grand sujet sur certains territoires, et en l'occurrence, qui peut rejoindre celui des difficultés d'accès à l'emploi et sur certains lieux. Et du coup, il me reste, puisqu'il est 9h30, à remercier Antonin et à vous souhaiter une excellente journée. À bientôt. Merci. Merci Christophe, bonne journée.